partons sur ce reportage, consacré du coup au froid, à la cryothérapie. Quand c'est la découverte des alertes et que ça marche, là c'est la fête, c'est la fête. Mais tant mieux, hein. Plus grande, avant c'était 8 par repas, mais est-ce que 5 par repas ça suffit? Mmh. Quand tu fais 8 par repas, après ouais, ça dépend de la taille de tes crêpes, mais c'est des crêpes salées ou sucrées? Que salées, moi pour moi c'est deux crêpes, et 1 à 2 crêpes, sucrées. Donc ça fait 4 au total. Mais effectivement, ça dépend de la taille de ta crêpe. Si ta crêpe, elle ressemble à un pancake, effectivement, si elle fait cette taille-là, ouais, c'est plus quoi. Bonjour à tous! Bonjour à tous! Bonjour à tous! Ah, c'était mieux celui-là. Bonjour à tous! Je l'ai pas celle-là. La base est neutre, mais je les mange en sucre. Mmh. Je fais pareil aussi. Hem, donc petit reportage. Alors je vais passer en alors on va couper la musique pour lancer le reportage. Vous me dites je vais regarder niveau son si c'est bon, mais normalement ça le fait. Et puis voilà, on va voir peut-être qu'on va réussir à finir tôt ce soir, qui sait? Qui sait, qui sait? On verra. Des rafales de bise à 68 km/h, un thermomètre à 4 degrés et des mouettes qui rient jaunes pour ce premier jour du printemps à Genève. Pourtant, ce groupe de nageurs n'hésite pas à plonger dans le lac, au bain des Paquis, dans une eau à peine plus de 5 degrés. Huit minutes plus tard, ils ressortent rouges comme des écrevisses, mais avec le sourire. Bon alors, comment vous sentez là? Yellow, ah bah, j'ai pas retenu si tu écrivais, LE ou L. Non, 2 LE, 2 LE, des LE. Mais il y a aussi une orthographe, j'avais une amie où c'était comme ça c'est vraiment sans le tréma et GAEL, ce qui serait a priori vraiment l'écriture bretonne, pure et dure. Mais non, non, GAE tréma 2 LE, c'était très, très bien écrit. Bonjour à tous! Mais oui. Déjà rien que de les voir dans l'eau froide là comme ça, moi je sais que, bah, je suis bretonne, hein, d'origine et je vivais en bord de mer et on a des gens, hein, comme ça, hein, qui vont se baigner n'importe quel, moment de la saison. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. En pleine forme. On a vécu le lac, on a l'impression d'être un peu chauve, un Vu peu comme ça, maçon, effectivement. un peu givré. Génial aujourd'hui. Les vagues, c'était vraiment génial. Les givrés, c'est comme ça qu'ils se nomment. Ce groupe d'amis nage quasiment tous les jours ici en hiver. Et ça fait depuis un moment qu'ils sont givrés. Certains perpétuent ce rituel depuis plus de 15 ans, dans un but bien précis. C'est un grand moment de plaisir partagé ensemble. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Le fait d'être en caleçon de bain en plein hiver, on peut tout à fait s'imaginer d'être un peu plus invincible. Et ensuite, on transporte ça dans la vie de tous les jours. Après avoir nagé plusieurs fois avec cet entraînement dans l'eau froide, on voit vraiment une amélioration de la circulation sanguine. Je pense qu'immunitairement, on a une meilleure résistance. C'est comme si le corps il s'entraîne à résister à fur et à mesure et puis qu'on passe l'hiver sans être malade. Alors ça, on va juste dire 2 mots, rapidement sur les commentaires qu'ils font. Hem, Ce sont des témoignages. On l'a vu la dernière fois quand on parlait, je sais plus oui, sur les hormones. On parlait bien et on en parlait aussi sur hem, les coupeurs de feu. Enfin voilà, on a eu tout un échange, pardon, là-dessus. Ce sont des témoignages. C'est pas inintéressant, mais est-ce que ça a une preuve scientifique? Ça par contre, ça peut enfin voilà, c'est pas 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 comme ça, pas sur, quelques témoignages, dessus. Après,
Après, on va voir ce qui est dit, mais juste pour préciser, ce sont des témoignages, ce ne sont pas des S'immerger dans l'eau preuves froide scientifiques. aurait donc des effets positifs sur la santé. Mais difficile d'expliquer pourquoi. La Voilà. médecine du sport est la seule à s'être un peu intéressée aux bienfaits du froid. On entend souvent les gens parler de cet effet euphorisant ou ce bien-être. On ne sait pas trop à quoi l'attribuer finalement, hein. Je crois qu'il y a un effet psychologique. Est-ce qu'il est lié à des effets sur certains neurotransmetteurs cérébraux, que ce soit la sérotonine ou la dopamine qui concernent plutôt les phénomènes de récompense ou sensation d'accomplissement? On ne sait pas trop en fait, parce qu'on n'a pas tellement de mesures là-dessus. Donc tout ce qu'on sait, c'est que si on fait quelque chose qui nous fait plaisir, eh bien ça contribue à activer ce type d'hormones et du coup ça renforce l'effet perçu. Ouais, il y a d'autres, oui, c'est vrai que, comme tu dis, Graham Crowe, des témoignages, oh là, c'était du Graham Crowe, articule Gaël, des témoignages qui proposent des mécanismes, donc ça se teste. Ça, c'est pas faux. Oui, ce n'est pas une étude, c'est ceux qui le pensent. Oui, oui, c'est ça, c'est ceux qui le pensent. Après, effectivement, ça vaut la peine de chercher. Alors là, je suis presque étonnée qu'ils ne parlent pas, de la réaction aussi, bah, le fait que vous alliez, d'immerger son corps dans l'eau froide, heu, pour votre corps, c'est un danger. Vous mettez votre corps en danger et il y a des mécanismes qui vont s'enclencher du coup dans votre corps pour réagir face à ce danger. Est-ce que ça pourrait être ça qui expliquerait que d'autant plus quand tu sors de l'eau qu'après coup, il y a un effet euphorisant, enfin là, dû à la chute de tout ça, je sais pas. Est-ce que le fait, là, pour le coup, il y a des études qui le disent? Alors c'est non, ça va pas dans ce sens-là, parce que moi, l'étude à laquelle je pense, c'est face à la douleur. Les gens, est-ce qu'ils résistent mieux à la douleur quand ils, disent des gros mots? Parce que souvent, quand on se fait mal, on dit des gros mots, on sort des insultes. Est-ce que, ça aide à supporter la douleur ou pas? Et effectivement, ça aide de sortir des gros mots. Voilà, donc là, je sais pas, est-ce que d'être, euphorique aide à supporter aussi la chose? Certainement. Je ne sais pas, mais il doit y avoir un mécanisme, derrière, enfin, qu'on n'a peut-être pas prouvé, sur le côté euphorisant, hein, seulement, qu'on n'a peut-être pas prouvé, mais qui pourrait plus ou moins, s'expliquer quand même. En cette fin de mois de mars, le lac de Joux est encore gelé. À cette période, les amoureuses bécotent devant les derniers névés. Oui, c'est ça, détournement Les d'attention canards peut-être, ouais. slaloment entre la glace. Stéphane et Florence Cornali, eux, la creusent. Le couple a commencé à se baigner en hiver il y a 2 ans. Depuis, c'est devenu presque quotidien. Est-ce que vous êtes déjà, baigné dans de l'eau très, très froide, voire dans la glace? Et si vous aviez l'occasion, si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous le feriez? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Des études sur l'effet possible sur l'immunité, ça mérite d'être investigué. Ce serait très intéressant si c'était vrai. Oui, 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 complètement. Après, ce qui est assez paradoxal avec, alors après dans l'article de l'INSERM, ça ne parlait que de cette exposition, à un froid sec vraiment entre -100 et -170. Donc c'était vraiment cette pratique-là. Parce qu'en kiné, et c'est pour ça qu'on en a discuté, ils utilisent, viens au lac Léman à Noël, ouais. En plus, je suis pas si loin que ça, hein. Je suis pas si loin que ça, je suis à Grenoble, donc enfin, je suis dans les alentours de Grenoble, donc c'est pas, quand j'étais en Grenoble, à comment? En Bretagne, pardon. Je vais y arriver. Mais moi je suis pas sûre, hein, que je le ferais. Enfin, à mon avis, je le ferais pas. J'étais frileuse et c'est vrai que plus je vieillis, moins je le suis. Mais je suis pas fan de l'eau froide, très honnêtement. Pourtant, je viens de Bretagne, hein, c'est bizarre, hein, mais je sais pas, c'est vrai que ça se testerait. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Ah, je me suis perdue toute seule. Je m'auto-feinte. Je m'auto-feinte. Mince! J'étais sur quoi? Est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous le feriez pas?
Ah oui, sur les études, oui, oui, l'article de l'INSERM parlait d'une pratique. Mais en kiné, ils utilisent le froid. Alors, moi, j'avais eu un truc avec une espèce de une petite sonde que je devais garder comme ça posée sur l'épaule et qui fait du froid. Mais en fait, il y a des cycles où ça va faire très froid et puis ça va revenir. Alors, très froid, je crois que ça descendait jusqu'à -4 et ça remontait comme ça. Et si j'ai bien compris, le but de ces cycles de froid et de remontée, c'était de venir, stimuler un petit peu le système pour justement avoir une réaction inflammatoire. Je rappelle, l'inflammation est une réaction normale à la base du corps, c'est quand elle dure que ça pose problème. Et que là, voilà. Mais sinon à la base, l'inflammation est là pour essayer de réparer le corps. Donc là, c'était pour avoir une petite réaction locale inflammatoire pour réparer, parce que c'était un moment où j'avais mal, c'était peu de temps après l'opération. Et c'est aussi utilisé avec un effet en plus compressif. Là, je voyais, c'était un jeune qui avait la cheville, alors peut-être une grosse entorse ou quoi, elle ne m'a pas dit exactement ce qu'il avait, mais c'était à la cheville. Et ça fait et de la compression et du froid, et pareil, il y a des cycles. Et là, on est plutôt pour drainer, au contraire, justement, l'œdème, voilà, avoir un effet plutôt, paradoxalement, pour lutter contre l'inflammation, l'œdème, etc., et contre la douleur. Donc, ils utilisent le froid, mais c'est vrai qu'au niveau preuve scientifique, je ne sais pas trop où est-ce que ça en est. Nope, ça ira, merci. Pas d'eau froide pour toi, Gamecro. Ah bon? Moi, j'ai déjà fait quand j'étais jeune et foufou, mais je le ferai plus aujourd'hui. Alors, faut pas le faire aussi n'importe comment, hein, parce qu'il y a un risque d'hydrocution. C'est-à-dire, si vous rentrez trop violemment dans l'eau froide, bah, vous pouvez. Le cœur s'arrête, enfin, ça coupe tout. Ça coupe tous les systèmes. C'est arrivé, enfin, moi, je sais que là où j'habitais en Bretagne, c'est arrivé à des gens en se mettant à l'eau trop vite. Il y a eu malheureusement quelques décès. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était très connu par chez nous. Donc voilà, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, quand on est jeune, il y a beaucoup de... Surtout les mecs, bizarrement, hein, il y a un truc à prouver, qui courent vers l'eau et se jettent sans même avoir goûté la température, sans même avoir rien du tout, dans le truc. Donc voilà, donc faut quand même faire attention. J'aurais trop peur de faire flancher le cœur, trop peur pour moi. Ouais, oui, de l'hydrocation, du coup. Ouais, j'avoue que ce serait un truc aussi que j'aurais bien en tête, hein, mais je suis même pas sûre que j'y arrive vraiment, hein. J'ai déjà mis mes pieds dans une petite rivière de montagne qui est très très froide. Après, ça revigorise, hein. Je me suis déjà aussi lavé un petit peu quand j'étais en rando un peu itinérante, voilà, à l'eau froide de ces petites rivières. C'est froid, ça se fait, mais j'étais pas immergée complètement dedans, quoi. Dans une lumière parallèle, le narrateur dit ensuite, aux grandes dames des fans de patinage qui voient leur couche de glace fragilisée pour pouvoir pratiquer. Ouais, je pense que la glace doit être quand même relativement épaisse pour qu'ils puissent marcher dessus, hein. C'est vrai que sinon c'est dangereux, hein. Il y a un risque d'hydrocution et d'allopercution. Non, juste hydrocution, juste ça. Les hommes ne tiennent pas à leur vie ou pensent que ça vaut le coup de la risquer pour prouver. Les hommes sont des prouveurs, ouais. Ouais, bah après, après, il y a toute la période d'adolescence où il y a plein de trucs, d'aspects chimiques aussi qui rentrent en compte sur le fait d'avoir moins peur ou de venir titiller le danger, quoi. Mais ouais, j'avoue que comme ça, je sais pas si je le ferais. Mais effectivement, avoir des études, ce serait intéressant. 0,3. Ouais, 0,3. Ah ouais, quand même. Bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. Ouais, vas-y. Moi, j'aime bien ressentir l'eau, comme ça, qui m'entoure, qui m'entoure. Ouais, c'est vraiment comme une grosse couverture. Alors, c'est paradoxal, mais c'est ça. Le fait de rester immobile ou pas trop bouger, mais vraiment immobile, il y a une petite pellicule d'eau chaude, ça paraît un peu stupide de dire ça comme ça, mais qui se forme autour du corps, qui fait qu'on supporte assez facilement l'eau froide. Nager, on a toujours un mouvement d'eau qui vient sur le corps et on se refroidit beaucoup plus vite en nageant. Bah, c'est pas facile de nager là-dedans, hein. C'est comme un yoga dans l'eau.
le fait de se recentrer, d'être complètement à ce qu'on fait, d'être juste là pour ça, moi, ça m'aide énormément à relativiser les choses, à les voir sous un autre angle. C'est pas un geste anodin, hein, c'est pas... Ça s'improvise pas, la baignade en eau froide. Il faut vraiment être conscient de ça. C'est pas quelque chose où un matin on se lève, on dit bah, tiens, je vais aller me baigner dans un lac à 0, quoi. La régularité fait que ça devient addictif. En fait, il y a ça aussi, c'est que quand tu te baignes en eau froide, t'es concentré sur ce que tu fais. Franchement, tu vas penser à rien d'autre. Tu seras pas en train de penser à ta liste de courses, tu seras focus sur ce qui est en train de se passer pour plein de raisons, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, tu vas lutter contre le froid parce que ton corps va aussi réagir à ce froid et que pour réussir à tenir face à ce froid, effectivement, il va falloir que tu te poses, tu te calmes, tu respires calmement, hein. C'est des choses, dans certains pays, ils ont parfois je sais pas si on peut dire des cours comme ça pour savoir comment réagir si jamais ils tombent sous la glace. Enfin, voilà, pour justement essayer d'apprendre à poser sa respiration, à sortir de la glace aussi. Enfin, voilà. Donc, effectivement, déjà, rien que ça, rien que cet aspect psychologique de devoir se focus, c'est peut-être des choses que les personnes dans leur vie de tous les jours, enfin, pas que elles d'ailleurs, la plupart, enfin, beaucoup de gens ont du mal à faire. C'est prendre un moment, coupé de ce brouhaha, on va dire, ambiant, et d'être focus sur vraiment quelque chose en particulier, sur elles-mêmes, en fait. Parce que là, c'est clairement leur survie qui va être en jeu. Donc si elles sont pas à ce qu'elles font, eh ben elles mettent leur vie en jeu. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on croise tous les jours dans notre quotidien. Donc de fait, ça va avoir forcément un impact physique, oui, mais aussi psychologique assez puissant. On arrive dessus, celui-là. Le bain de Florence et Stéphane a duré environ 6 minutes ce jour-là. Le couple fait attention à ne pas rester trop longtemps, car plus le corps se refroidit, plus il devra travailler pour revenir à sa température normale de 37 degrés. C'est notamment pour ça que quand vous êtes en hiver, en hiver, bon, on dit on fait du gras l'hiver, mais il y a un côté aussi, c'est souvent une boutade, et pour ça qu'on va manger des plats gras, mais c'est aussi parce que le corps, pour lutter contre le froid, dépense beaucoup plus d'énergie. Donc, du coup, bah, vous allez manger plus, votre métabolisme, voilà, il va, pour pouvoir maintenir sa température à 37 degrés de moyenne, hein, selon les personnes, ça peut varier, mais si on part d'une température interne à 37 degrés, votre corps, il doit se réguler parce que vous êtes exposé à différentes températures quand vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, selon ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en activité, pas en activité? Et tout ça, ça lui demande de l'énergie. C'est pas neutre de réguler sa température. Et encore moins quand vous êtes exposé à des températures très basses. Je dirais très hautes aussi, même si c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est sur du refroidissement, donc c'est d'autres systèmes qui vont venir s'activer. Mais en tout cas, pour lutter contre le froid, c'est connu que niveau énergétique, il faut, voilà, ça demande beaucoup plus. C'est d'ailleurs pour ça que les aventuriers de l'extrême, entre guillemets, qui vont faire des expéditions dans des milieux froids, eh ben, en général, ils vont prendre le double de calories de ce qu'ils prennent quand ils vont dans des milieux avec des températures, entre guillemets, un peu plus normales. Mais dans le froid, vous pouvez consommer 4000 calories par jour quand vous faites un effort et que vous êtes dans le froid, quoi. Comparé à une consommation moyenne autour de 2000 calories. Si je ne me trompe pas, hein, c'est une estimation. Parce que selon que vous soyez un homme, une femme, votre corpulence, cette moyenne peut être différente. Donc, ne prenez pas ce chiffre comme quelque chose, voilà, c'est 2000 calories par jour, machin. Non, ça varie selon les personnes. Mais voilà, c'est un truc aussi à avoir en tête. Ça va demander... Alors, ça va être un stress intense pour le corps. D'accord. Donc, la réaction du corps lors du stress, c'est de fabriquer, de sécréter de l'adrénaline.
Et ça, c'est une hormone qui justement va fermer les vaisseaux sanguins pour conserver la chaleur, qui va augmenter la fréquence cardiaque et puis qui peut vraiment faire un stress important sur le corps. Ça, c'est la réaction immédiate. Après, au niveau hormonal, une fois qu'on a... Juste quand il fermer les vaisseaux sanguins, c'est les vaisseaux sanguins vont se vasoconstricter. Ils vont pas se fermer complètement, hein, ils vont se resserrer, hein. Vasodilater, on augmente le diamètre. Vasoconstricte, on réduit le diamètre, quoi. C'est voilà. Et forcément, plus vous avez de surface exposée, plus vous allez perdre de la chaleur et plus la surface est petite. Donc, quand vous constrictez, moins vous perdez de chaleur. C'est ce qui explique pourquoi le corps réagit comme ça. A été exposé au froid puis qu'on est sorti du froid, il y a une espèce de contre-régulation qui se fait et il y a d'autres systèmes qui s'activent, notamment pour un retour au calme. Et ça, c'est plutôt les systèmes qui contrent l'adrénaline qu'on appelle le système nerveux autonome parasympathique. On présume qu'il favorise la régénération tissulaire, en tout cas le retour au calme, le ralentissement de la fréquence cardiaque, la facilitation de la digestion et peut-être aussi une forme d'équilibration du sommeil ou en tout cas de l'état d'excitation du corps. Donc là, je refais juste un point. Et en plus, vous risquez la gangrène en apnéisme. En fait, oui, quand vos vasos, quand vous avez vraiment le froid prolongé et que du coup, vos vaisseaux vont tellement se resserrer, et puis le froid aussi, hein, crée cet effet-là, ça peut faire qu'il y a tellement plus de sang qui arrive que du coup, la partie meurt. Sauf que quelque chose qui meurt, ça se décompose. Et c'est pas très, très bon. Et du coup, effectivement, on peut avoir une surinfection, une gangrène derrière, et ce qui va conduire à l'amputation. Oui, c'est assez joyeux. Oui, j'amène la joie dans les discussions. Ouais. Je vois ça. Juste, donc pour parler 2 secondes du système nerveux autonome, donc c'est la partie du système nerveux qu'on ne contrôle pas. On va faire un rappel. Je vais essayer de faire un rappel vite fait. Le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière, système nerveux périphérique. À partir du moment où on sort de la moelle épinière, c'est le système nerveux périphérique. Et dans le système nerveux, on a le système nerveux volontaire. Donc, on choisit de faire un mouvement. Donc, ça va forcément, on va utiliser le système nerveux central et périphérique. Et le système nerveux autonome, pour lesquels on ne choisit pas. C'est le corps qui se régule de lui-même. Lors d'un stress, là en l'occurrence, aller dans l'eau froide, c'est un stress pour le corps, ça va activer le système nerveux sympathique. Alors, il ne faut pas trop se fier à son terme. Enfin, si, il est sympa, il est là pour vous aider à survivre. Mais du coup, ça va avoir, ça va comme déclencher l'adrénaline, entre autres, l'accélération du rythme cardiaque. Il est là, en gros, pour vous faire agir face à un stress, soit, on dit souvent, soit la fuite, soit la bagarre. Alors, il y a aussi la sidération qui est une autre possibilité quand vous êtes face à un danger. Mais voilà, il est là pour que votre corps soit prêt à réagir à ce stress. Donc, forcément, ça va amener des choses qui vont être boostantes, on va dire. Et vous avez, à l'inverse, le système parasympathique, donc qui va contrer entre guillemets le système sympathique, qui lui est le système plutôt du retour au calme, notamment de la digestion, etc. Donc ces 2 systèmes-là, alors faut pas les voir comme complètement isolés, hein, les 2, il y a une forme entre guillemets d'autorégulation, de rétroaction entre les 2 pour avoir un équilibre, mais la bagarre contre l'eau froide, bif bof l'idée. En fait, c'est un petit peu ça, c'est la bagarre pour ta survie. Dans les 2 cas, c'est la bagarre pour ta survie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on va garder l'idée de sympathique pour survivre, mais mais ce qui va amener derrière, ça peut être potentiellement moins sympathique, parce que c'est aussi le stress qu'on a. On parle souvent du cortisol quand on parle de stress. Comme hormone du stress, votre corps, lui, réagit comme en mode survie. Donc, même si c'est un stress qui vient, qui est régulier, qui est entre guillemets, on pourrait dire, qui est entre guillemets uniquement psychologique, où votre vie n'est pas
mise en danger, votre corps le perçoit quand même comme tel. Parce qu'encore une fois, la tête, la tête et le corps ne font qu'un. C'est pas, on peut pas les dissocier. Il y a un impact, les deux s'impactent mutuellement. Et parce que c'est normal, hein. Ils sont ensemble, c'est mieux quand même. Donc voilà, donc votre corps va réagir en mode survie et du coup, oui, votre cortisol potentiellement va être haut. Et il faut chercher la cause du stress pour pouvoir faire baisser entre guillemets les curseurs. Donc voilà, tout ça pour dire, système nerveux autonome, c'est le système nerveux qui est involontaire, vous n'avez pas le contrôle. Le sympathique réagit à une situation de danger et le parasympathique entraîne le retour au calme. Et les deux vont jouer ensemble pour trouver un équilibre. En France, on a procédé de dissociation tête-corps des sujets ne l'ont pas bien. Oui, étonnamment, hein, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas bien vécu. Je ne comprends pas. Pourtant, voilà, tête et le corps, non, c'est deux choses différentes. Ça aurait dû bien marcher, non? Cette phase de retour au calme, nous l'avons filmée par caméra thermique. Le corps refroidi, en bleu de Stéphane, se réchauffera après 30 minutes. Pour Florence, ce sera environ 1 heure. Une Donc c'est période long, qui est hein. souvent C'est accompagnée long d'une comme, sensation glaciale, car le sang, refroidi aux extrémités, recommence à circuler dans l'organisme. En rouge, le corps de notre caméraman, qui lui est resté bien au chaud sur la plage. On voit clairement la différence, hein. Oui, il y a ça aussi, hein, quand vous avez des coups de froid, je sais pas si vous êtes arrivé d'avoir vraiment tellement froid aux mains que quand vous les commencez à les réchauffer, vous avez mal. Vous avez mal aux doigts ou éventuellement aux pieds si c'est les pieds, parce que le sang recommence à circuler et c'est pas très très agréable. Et contre le foie, ça peut s'assimiler à une activité sportive. Ça consomme beaucoup de calories. Est-ce qu'on peut l'assimiler à une activité sportive? Je dirais en soi non. Parce que c'est pas parce que ça consomme plus de calories que tu peux lutter contre le froid en étant statique, sans bouger. Sauf que l'activité sportive, le fait de bouger, va avoir, va avoir des bienfaits sur ton corps qui sont différents, et j'ai envie de dire même au-delà, que le simple fait que de brûler des calories. Donc, on peut pas voir, pour moi, on peut pas voir ça comme une activité sportive. Parce que si tu te dis, bon, à défaut de faire du sport, je vais simplement me mettre dehors dans le froid, en t-shirt et en short, comme ça va brûler des calories et ce sera très bien, j'aurai fait mon sport. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, ah, mince, le mouvement, c'est la vie. Et c'est vraiment ça. L'activité physique. Je dis physique, je dis pas sportive, hein. J'ai expliqué pourquoi le sport, pour moi, c'est vraiment associé à des choses de compétition et tout ça. Je vais juste parler d'activité physique. C'est aussi ce but-là, c'est de faire circuler les choses dans ton corps, voilà, d'engendrer une activité, du mouvement, parce que ton corps, il est fait pour bouger. Donc voilà. Oui, ça pique. Ouais, non, le froid, c'est vraiment quand ça revient, c'est hyper désagréable. Et je crois qu'il faut mieux éviter d'ailleurs, si vraiment vous avez très, très froid, de mettre vos pieds ou vos mains direct sous de l'eau très chaude. Faut faire une remontée en température plutôt progressive, il me semble. Oh mince, le mouvement, c'est la vie. Étrange citation. Et le mouvement, c'est la vie. Bah oui, le sang circule, dans votre corps, il se passe tout le temps des choses, ça bouge tout le temps. Et ce qui fait qu'on peut avoir mal aux articulations aussi, et notamment au dos, hein. Je vous refais, confère les fascias. C'est l'absence de mouvement. Le corps est fait pour bouger, donc il a besoin de ça. Ça permet de l'aider aussi à nourrir les cartilages. C'est un peu comme si vous graissiez, vous mettiez de l'huile dans les rouages quand vous bougez, quoi. Et bien sûr, il y a on ne parle pas de pratiques traumatiques ou de choses comme ça. Je parle vraiment de le simple fait de bouger, de se mettre en activité, de marcher, etc. Votre corps, il est fait pour ça. Il n'est pas fait pour être assis devant un bureau toute la journée, dit-elle en étant assise devant un bureau.
Mais voilà, c'est pour ça qu'il est important de bouger régulièrement. Et aussi d'éviter les positions entre guillemets statiques, les positions les positions prolongées. Par exemple, si vous êtes au bureau, si vous travaillez en bureau, que vous êtes, je sais pas, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, essayez, même si vous faites du sport le soir, ça ne compense pas complètement le fait de rester statique toute la journée dans la même position. Donc c'est bien, même quand vous êtes au bureau, entre guillemets, de trouver le moindre prétexte pour pas hésiter à se lever régulièrement, bouger un peu, s'étirer, voilà, bouger un petit peu, un minimum pour éviter que cette position soit prolongée. C'est vraiment ça, le côté position statique prolongée. Chez les animaux, le mouvement se voit mieux chez les micro-organismes aussi. Oui, mais en fait, même, j'ai envie de dire, même chez nous, on est fait pour ça. Enfin, on est conçu pour ça à la base, quoi. Buvez plein d'eau, vous irez récupérer. Hop, oui, ça peut être ça. Ça peut être aller à la photocopieuse, pas avoir la photocopieuse juste à côté de soi. Ça peut, ça peut être, voilà, plein de petits trucs pour vous rappeler. Même peut-être, ça peut être juste un petit timer où toutes les heures ou toutes les demi-heures, on se lève un peu, on marche, on s'étire, on fait deux, trois petits trucs et hop, on repart. Pas besoin que ça dure 10 minutes, un quart d'heure, hein. Juste 1 ou 2 minutes. Le simple fait de changer de position, en fait. C'est assez... ça peut se mettre en place dans une routine au bureau sans impacter votre travail et que votre employeur va vous dire bah, vous prenez trop de temps là-dessus. Non, non, c'est vraiment des petits trucs un peu régulièrement, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont presque jamais assis au bureau de tabac. Je suis pas sûre que ce soit pour ça, mais que le piétinement aussi, enfin bref, il y a d'autres choses aussi sur le piétinement, le fait d'être debout toute la journée. Peut y avoir aussi d'autres soucis. Je pense qu'on en parlera, j'avais mis un article de côté là-dessus. De toute façon, au diable le travail. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Ouais. Je sais pas si cette phrase est juste aussi. Le couple est passé par des périodes difficiles il y a quelques années, lorsque Stéphane a été transplanté des 2 poumons avant de subir une opération du cœur. Les bains en eau froide lui ont permis de calmer certains effets secondaires. Ça me contraint en tout cas de, en allant dans l'eau, de bien respirer, puisque c'est toujours ce problème de souffle qui est chez moi persistant. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur la respiration, de la ralentir au maximum. Puisque le réflexe du corps, c'est de halter tout de suite dès qu'on est dans le froid, vu qu'il est stressé. Donc, de ce côté-là, c'est aussi le gain, disons, je dirais, de bien-être. C'est vrai que j'avais en tout cas 3-4 sinusites assez fortes durant les hivers et puis qui étaient traitées chaque fois avec des antibiotiques. Je prends déjà beaucoup de médicaments pour d'autres choses. Et puis, c'est vrai que dans se baigner dans l'eau froide, finalement, ces sinusites, elles ont diminué tant en intensité qu'en quantité. Alors maintenant, c'est peut-être une espèce de petit début de refroidissement, mais ça va jamais ou rarement au-delà. Florence, elle... Donc là, ouais, on voit que comme on en parlait hein, de la respiration pour aider, voilà, garder le contrôle de la respiration, ça a des bienfaits aussi psychologiques, hein. Il y a pas mal de types d'exercices de respiration pour aider aussi au niveau psychologique à se calmer, même en dehors de l'eau froide, hein, pour essayer voilà, de se poser, de faire baisser le niveau de stress. Là, en plus, le monsieur, il a subi une opération des poumons. Donc, pour lui, en fait, ça devient un exercice en plus de rééducation, plus ou moins, où il est de toute façon obligé de contrôler sa respiration et d'y penser de façon consciente pour arriver à rentrer dans cette eau. Donc, voilà. Après, là, ce qu'il a l'air de raconter par rapport aux sinusites, c'est l'aspect positif sur le système immunitaire. Et oui, c'est la mode, vas-y, trop froid par ici, je me barre, ouais, peut-être, ouais. Pour réduire le niveau de stress, il faut aller au point. Oh la vache, vraiment, t'es très très en forme, gamin. Ah là là. Mais après, là, parfait. J'ai même plus besoin d'appuyer sur le bouton, c'est nickel. Mais
Mais par contre, oui, par rapport au système immunitaire, alors là, j'ai essayé de faire une recherche très, très rapide en parallèle, mais j'ai rien trouvé. Ça parle que d'attraper du coup de froid, d'attraper des coups de froid. Enfin, il y avait rien de très, comment dire? De très concret, là-dessus. Donc, en recherche rapide, hein, ce qui veut pas dire que les recherches sur froid et système immunitaire, qui s'active, n'existent pas. Puisque encore une fois, moi, le truc que m'a fait mon kiné, c'était en local, mais c'était ça, c'était le but, c'est d'activer localement le système immunitaire. Donc, le froid ralentit le métabolisme des micro-organismes, c'est une sorte de stase pour eux. Oui, exact, ouais. En fait, je suis quasi H24 comme ça, plus ou moins. Je, je sais que c'est pas toujours adapté. Non, non, mais il n'y a pas de souci. T'as bien raison, t'as bien raison. Puis je suis la première à potentiellement faire des jeux de mots ou dire des conneries dans le chat des copains, donc il n'y a pas de souci. Je suis rarement très sérieuse dans le chat des autres. C'est bizarre ça, étonnant. Mais oui, par rapport au système immunitaire, c'est vrai que là, j'ai rien sous le coude qui irait infirmer ou enfin confirmer ou infirmer ces dires. Donc voilà, ça reste un témoignage par rapport à ça pour l'instant. Si jamais vous trouvez des choses de votre côté, n'hésitez pas soit à le mettre dans le Discord pour qu'on le regarde ensemble ce soir, soit vous pouvez mettre le lien dans le chat, même si ça va vous mettre que c'est bloqué. Moi, je pourrais y accéder. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Mais sinon, dans le Discord. Hop. Elle n'est carrément plus retournée chez le médecin depuis qu'elle se baigne tous les jours en hiver. Je souffre de migraine depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai découvert que le fait d'avoir de l'eau très froide sur la nuque, voire même complètement mettre la tête sous l'eau, ça provoque un espèce de rétrécissement dans la tête. C'est assez violent, comme un étau. Ça fait assez mal, mais juste après, ça fait tellement de bien que je prends beaucoup moins de médicaments pour la migraine. Et ça, c'est vraiment un effet absolument incroyable, quoi. Je suis quelqu'un de dépressif, je suis assez fragile nerveusement. Et depuis que je fais la baignade en eau froide, je me rends compte que j'aborde les choses d'une manière beaucoup plus sereine. Et pour les dépressions, donc, quelques années en arrière, j'étais sous médication quand même assez forte. Et puis là, je prends plus rien du tout, ni pour dormir, on dort très bien. On dort comme un bébé, on n'est pas abattu, on n'est pas assommé, mais on s'endort vraiment facilement, on passe des nuits qui sont sereines. Ice-Clop a tout à fait raison. T'auto-censure pas les jeux de mots, c'est bon pour le cigare. C'est pas faux. Alors, par rapport aux migraines de la dame, c'est un peu dur à dire parce que la migraine, moi, j'avais partagé un truc sur le Discord, on en avait parlé un petit peu. D'ailleurs, c'est dommage que les brigands soit pas là. Il aurait peut-être eu des choses à dire par rapport à ça. Est-ce que elle dit aussi, donc voilà, il y a quelqu'un de dépressif, il y a l'aspect psychologique. On sait, la migraine peut y avoir des déclencheurs aussi qui vont accentuer les crises ou les déclencher carrément. Là, il y a aussi l'aspect vasoconstriction. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que ces migraines, du coup, avec le froid, est baissé. Et notamment, on en revient à l'aspect psychologique, où on a l'obligation du coup de réguler sa respiration, que les exercices de respiration font partie des techniques pour essayer de baisser le niveau de stress. Et en plus de ça, on l'a vu, ça va activer dans un premier temps le système nerveux sympathique pour réagir face au froid. Et dans un deuxième temps, le système nerveux parasympathique pour au contraire ramener le corps à un état de calme. Et donc, ça va faire comme une bouffée aussi d'hormones, et enfin voilà, de bouffées chimiques de choses positives qui peut expliquer aussi tous ces effets positifs qu'elle note, où elle dort bien, elle prend moins de médicaments ou plus de médicaments, je crois que c'est moins.
Enfin, voilà, tous ces effets-là peuvent s'expliquer par cette décharge aussi qui va se faire en venant activer d'abord le sympathique, puis le parasympathique. Voilà, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'ai pas de, là, j'ai pas de, je n'ai pas de recherche scientifique là-dessus. C'est ce qui me permettre, c'est ce qui, comme ça, intuitivement, me fait dire que peut-être tous les bénéfices qu'ils sentent par rapport à ça, cette calme, cette sérénité, c'est déjà, ils ont pris un temps pour eux où ils étaient obligés de se focus sur eux en mode survie. Et en plus, leur corps a dû réagir et revenir à la normale. Et du coup, tout ça, eh ben, ça fait un gros bouf de... C'est comme quand vous faites un gros effort intense en sport. Souvent, il y a plein d'hormones du bonheur qui vont arriver et qui fait qu'on on est bien après une bonne séance de sport. Enfin, voilà. Et d'intuitivement, tu dirais quoi? D'intuitivement, je dirais intuitivement la respiration, d'intuitivement l'aspect système nerveux autonome où on active sympathique puis parasympathique. Voilà, pour le d'intuitivement. Christophe Guiguer, lui, veut encore plus froid. Beaucoup, beaucoup plus froid. Un froid qui doit être à la hauteur des efforts fournis par cet adepte d'Ultra Trail. Des courses d'endurance à fort dénivelé qui durent en général plusieurs jours. Cet endroit s'appelle le Polarior. Christophe s'y rend en général 2 fois par semaine. Aussi, c'est des Situé fous, à les Bienne, ultra-trailers. ce centre privé possède la plus grande chambre de cryothérapie d'Europe. Le rituel est toujours le même. 30 secondes à moins 10 degrés, 30 secondes à moins 60 degrés pour que le corps s'habitue graduellement au froid. Avant de rester 2 minutes dans le dernier sas à une température de moins 110 degrés. Voilà Christophe, très bien. On a une température magnifique, moins 112 exact. Tu vas bien? Moins 112. Un froid intense mais sec, dans lequel il doit bouger Combien de constamment Kelvin, et respirer GamePro calmement pour atténuer le stress du choc thermique. 3, 2, Combien? Ah, je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas, 0, combien? et c'est sorti. La classe. Enfin, C'est vrai que ça permet j'ai zappé, mais ils sont descendus mieux en dessous de moins récupérer. 12, là aussi. Maintenant, est-ce que c'est le fait que je dors mieux qui me permet de mieux récupérer, ou si c'est effectivement le frigo? Ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, le fait de mieux dormir, m'aide à mieux récupérer. Donc, forcément, pour le sport, j'en tire des bénéfices. Je sais plus ce que j'ai. Je demandais les degrés Kelvin. C'était moins 112. Il allé à moins 112 le monsieur. Et du coup, en degrés Kelvin, je disais, ça fait combien? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour réécouter ce que disait le monsieur, parce que je trouvais qu'il était juste entre guillemets dans son propos. 2, 1, 0, et c'est sorti. Ça fait 161, ouais, c'est 273. Non, c'est. La classe. Ouais, je sais plus. Ouais. C'est vrai que ça permet de mieux récupérer. Maintenant, est-ce que c'est le fait que je dors mieux qui me permet de mieux récupérer, ou si c'est effectivement le frigo? Ça, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, le fait de mieux dormir, m'aide à mieux récupérer. Donc, forcément, pour le sport, j'en tire des bénéfices. Donc là, il y a cet effet, c'est bien qu'il le précise. Il dit pas, c'est directement la cryothérapie qui me permet de récupérer. Il dit bien, quand je fais ça, je dors mieux. Alors, encore une fois, certainement par rapport à la réaction que le corps a quand il est face au froid. Donc, on rappelle, hein, système nerveux sympathique puis parasympathique, qui va libérer tout plein d'hormones qui vont ramener le corps au calme et du coup, le système nerveux parasympathique va vous dire va dormir maintenant, c'est bon, là on a bien bossé pour lutter contre le froid, maintenant tu vas aller bien te reposer et puis on sera en forme demain. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est ça, le sommeil? Parce qu'on le sait, hein, le sommeil, on l'a dit tout à l'heure, hein, hydratation, alimentation, sommeil, c'est les 3 clés pour bien récupérer.
Donc, c'est très intéressant qu'ils le disent. Est-ce que c'est le fait que du coup, suite à ça, je dors bien, du coup, je récupère mieux? Bah, comme on l'a vu, pour l'instant, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais je trouve intéressant que lui-même le dise. J'ai eu plusieurs petits bobos, des petites foulures à l'entraînement. C'est vrai que ça permet aussi, en tout cas, de mon côté, j'avais le sentiment que l'enflure et la récupération se passait mieux grâce à la cryothérapie. On sait que le sommeil il est hyper important pour la récupération. On n'arrête pas de le répéter à nos athlètes. Si on arrive à stimuler une meilleure phase de sommeil grâce à ça, peut-être c'est intéressant. Il faut continuer à l'étudier. On n'a pas assez de preuves pour l'instant. Donc là, on en revient aux preuves qui sont encore un peu faiblardes. Et t'inquiète, Asclope, hein, ça arrive même aux meilleurs. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il quand même qu'il valide le fait que ça aide à l'endormissement. Par contre, ça aide à l'endormissement. À faire ce hors sujet, j'ai jamais aussi bien réussi mon pain qu'aujourd'hui. Et ça, voilà, c'est bien. Donc tu fais bien ton pain. Et c'est pareil, on peut pas partager le pain tous ensemble. Et les crêpes. En fait, t'as fait à manger aujourd'hui. T'as fait des crêpes, t'as fait du pain. J'ai déjà fait mon pain moi-même, c'est trop bien. Alors après, on m'a offert une machine à pain plus tard, mais ça n'a quand même pas la même saveur que de faire son pain soi-même. Eh ben, félicitations en tout cas pour ce bon pain. Avec l'odeur du pain là en plus après qui traîne dans le qui. Ah là là, ça me donne faim. Donc ouais, je trouve bien aussi, enfin voilà, que déjà qu'ils continuent les études et que soit pris en compte ce fait-là, que ça aide à l'endormissement et qu'il faut continuer à étudier pour savoir est-ce qu'il y a plus que ça ou pas. La moitié des clients du Polarior sont des sportifs. L'autre moitié y va pour soulager des maladies rhumatismales. C'est le cas de Liliane Balamant. C'est surtout de l'arthrose. Donc l'arthrose, c'est quelque chose qui fait pas mal en général, mais il y a des poussées. Puis quand il y a ces poussées, c'est là que ça donne comme des piqûres dans les doigts. D'ailleurs, si je vous montre mes doigts, hein, on voit que ça se défend. Alors, je fais un petit les maladies rhumatismales, c'est des maladies inflammatoires chroniques. Alors, il pèse combien le pentagramme? Pourquoi je devrais lire dans ma tête? Donc les maladies rhumatismales, vous allez avoir des poussées inflammatoires. Donc le corps, hein, c'est inflammatoire, le corps va s'attaquer à lui-même malheureusement, hein, et de façon chronique. Et du coup, au niveau des articulations, des jointures, donc des cartilages, et ça va entraîner des douleurs. Et qui dit maladie inflammatoire, on le rappelle, dit réveil nocturne et dans la nuit ou des douleurs importantes le matin. Donc ça peut être handicapant, comme là le dit la dame, ça peut créer, enfin ça amène, comme c'est des poussées, donc des crises, le cartilage, l'os, enfin bref, les articulations sont attaquées par le système immunitaire et ça peut même entraîner des déformations. Donc c'est douloureux et après c'est handicapant aussi, quoi. Et parce que c'est douloureux et parce que ça peut entraîner des déformations. Oui, les streamers développent la lecture dans la tête avant la voix haute à un moment. Oui. Dans le temps, les gens venaient faire cuire leur pain dans les fours banaux. Mais ça, c'était avant. Ouais, c'était avant. Mais oui, je disais, qui dit maladie inflammatoire, en fait, c'était un rappel par rapport à ce qu'on disait au tout début, en début de stream, que maladie inflammatoire, souvent douleur pendant la nuit, alors très tôt le matin, parce qu'il y a juste avant qu'il y ait la sécrétion de cortisol, parce que le cortisol, c'est comme c'est une hormone qui est sécrétée pour réagir à quelque chose, enfin pour activer le corps, et ben en fait, elle est sécrétée le matin au réveil pour justement activer votre corps pour vous réveiller.
Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas sécrétée la nuit, parce que la nuit, au contraire, on veut que le corps, il s'active pas, c'est le but. Mais du coup, il n'y a pas cet anti-inflammatoire naturel qu'on produit naturellement dans le corps, et c'est pour ça que l'inflammation, enfin, il y a les douleurs inflammatoires, notamment la nuit et le matin avant le réveil, ou tout de suite au réveil, puisqu'on n'est pas encore dans le pic de cortisol. Forme, et puis ça vient avec l'âge. Ce qui fait que quand le temps il change, eh ben, c'est un petit peu plus intense les douleurs. Et puis ce qui me gêne, disons, c'est quand je veux faire des bricolages avec mes doigts, là ça va plus tellement bien. Et là, c'est handicapant. À 70 ans, elle souffre aussi du dos, avec notamment des lombalgies et des sciatiques à répétition. Un jour, elle remarque par hasard que le froid calme ses douleurs. Lorsqu'elle entend parler d'une cabine de cryothérapie à moins 110 degrés, Liliane tente le coup. La première fois, il a fallu vraiment se conditionner parce que j'aime pas du tout le froid, j'aime pas du tout l'humidité. Si Tu on me met m'étonnes. dehors à moins 10, moi je Après, meurs. c'est un froid Hein, sec, je hein. supporte pas. C'est tout dans la tête que ça se passe. C'est sûr qu'on sent le froid, mais le froid, il rentre pas dans le corps. C'est vrai que c'est assez bizarre d'aller dans ce froid. Et depuis là, je suis accro. Parce que j'ai remarqué qu'avec mes douleurs d'arthrose, ça faisait du bien. J'ai moins mal au dos. Voilà. Gentiment. J'ai eu les 2 genoux opérés pour les ménisques. Et tout ça, en venant âgé, on le ressent quand même avec le temps. Et non, en allant là, c'est génial. Il y a des exercices que je ne pouvais plus faire. J'étais bloquée. Et en ressortant de là, il nous fait faire de la gym. On fait des trucs que je ne faisais pas avant. On va bouger. Bonsoir sorcière. Je sors un live santé qui a pour pseudo Sortez-vous des pieds. Sortez-vous des pieds. Ah, ici, on parle, enfin, si on parle de pieds aussi, ça arrive. Hein. Et puis, oui, on sent des pieds, ça peut arriver aussi. Il y a plein de jeux de mots à faire avec santé. Hein. Mais bienvenue sorcière. Là, on parle cryothérapie ce soir. Je connais pas la crème quantique, non, je crois pas. J'avoue, je comprends pas comment le temps peut avoir un impact sur les articulations. Tu parles le temps, je suppose la météo, parce que le temps qui passe, bah, comme toute mécanique, elle s'use. Donc voilà, ça s'explique. La météo, il y a des différences de pression atmosphérique, de choses que nous, on ressent qu'à peine. Hein. Il y a l'humidité, tout ça. Je sais même pas si s'il y a parce que je sais que j'en ai déjà parlé encore une fois avec mon kiné ou des copains kinés. Météo et douleurs articulaires. Qu'est-ce que ça vaut ça? Attendez, je regarde, j'ai peut-être un truc. Je sais pas trop ce que ça vaut. Comme naturel. Ça vaut. Pas trop ce que ça vaut, ça m'embête. Quand j'ai des doutes sur la source, alors attendez, je vais faire ça pour pouvoir. Attendez. Je bidouille là, j'essaye de trouver parce que la question est intéressante et je me la suis déjà posée. Oh, mais je vais y arriver, tabernacle ou pas? Tac. Je vais même la mettre là. Parce que je suis tombée sur ça. C'est un laboratoire, donc ça m'embête un petit peu parce que je sais pas ce que ça vaut et que c'est un truc pour vendre des trucs. Donc forcément, je me méfie.
Mais si j'ai bien compris, il y a eu une étude. Mythe, nanana, votre arthrite vous fait souffrir. Les études prouvent il existe bien un meilleur climat pour l'arthrose et donc les colons, et à contrario un climat défavorable. Euh... Et vous le savez. Ok. Moi j'ai un truc pour guérir mon vous d'avoir. Je lui fais. Alors, j'ai peur de demander ce que c'est des PDC. Et si vous voulez un tuto explicatif, je suis là. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la réponse. J'ai un peu peur de la réponse et du tuto. Heureusement, tu nommerais là. Ouais, je sais pas, ça me. Alors, tu. il explique qui je suis. C'est des petits chevaux. Ah ouais, de toute façon, ça fait toujours du. Oh, faut jamais demander. Mince. Désolée, mais fallait prévenir, Ice Club. Moi, je sais pas. Point de chaîne, ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi, point de chaîne. Bon, attendez, je vais re-regarder ailleurs parce que ça me semble d'une sérieuxité pas très sérieuse. Mais en fait, c'est que je suis tombée. Oh, je vais le mettre là, comme ça. Je vais vous montrer. J'ai lu ça. Mais il y a ça ensuite derrière. Donc, je ne sais pas si c'est dans le truc. Si certains diront qu'il s'agit d'une simple croyance, un mythe ou un ressenti biaisé, il n'en est rien. C'est donc à l'université de Manchester au Royaume-Uni que l'étude a été menée avant d'être publiée dans la revue scientifique Nature. Donc moi, c'est ça que je veux. Je veux ça. Ah bah attends, on va aller voir ça alors. Oh my god. Ah, alors, GameCrow, visiblement, mon bot cuisse, ça ne passe pas. Je vais l'autoriser parce qu'on risque d'en parler. Poil de cuisse, ouais. C'est une partie du corps, les cuisses, c'est fou, dis donc. Il est très à cheval, le bot. Je ne vais pas lire à haute voix le message de sorcière, mais apparemment, c'est un tuto, hein. Ouais, oui. C'est vraiment un tuto, hein, parce que en fait, juste avec ce qui était entre guillemets, et c'est même d'ailleurs Prout, ça passe. Le bot, il s'en fout de Prout. Mais c'est un tuto de comment on fait, des fois que vous ne le sachiez pas, des proutes dans le cou. C'est une étude très sérieuse de sorcière, hein, voilà. Sorcière qui propose des tutos. Parfait. Pour revenir à notre histoire de météo et de douleur d'arthrite, donc d'un arthrite, inflammation, arthrose, tout ça, de demander aucun tuto. Maintenant on saura, mais malheureusement il fallait une première fois, on a appris de façon empirique, tu vois, on a fait l'expérience. La conclusion est effectivement, il ne faut pas demander. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Mais donc voilà, donc là on est sur arthrite.ca, bien vivre, donc ça a l'air quand même un truc un peu plus sérieux. De nombreuses personnes atteintes d'arthrite vous diront qu'elles peuvent prédire la météo sur l'intensité de douleur. Elles ont peut-être raison, des études suggèrent que des changements de facteurs météorologiques peuvent augmenter la douleur. D'ailleurs, comme nous le savons, les changements météorologiques deviennent la norme. C'est donc quelque chose que les personnes atteintes d'arthrite doivent tenir en compte lorsqu'elles planifient leur journée. Ouais, là, il parle donc température, pression barométrique. Hop, on sent une augmentation de la douleur.
humidité. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Une des hypothèses est que le changement atmosphérique affecte la circulation et la pression des liquides dans nos articulations, ce qui augmente l'inflammation. Voilà. Je vais le mettre dans le Discord tout de suite. Je sais pas où je le mets. Que je le mets dans physiologie ou dans pathologie. Je vais le mettre dans le pathologie. J'hésite pathologie, physiologie, autre. Enfin bref, il sera dans le Discord. Je vais pas le lire en entier. Mais comme ça a l'air d'être un truc quand même sur l'arthrite.ca, enfin ça a l'air... puis là, on a deux sources, entre guillemets, qui vont dans le même sens de dire que il y a des explications possibles. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Donc voilà. Monsieur, madame. Je vous laisse faire vos scores de suite. Oh là là. Donc voilà, donc cette personne donc atteinte de maladie rhumatismale, donc inflammation chronique au niveau des articulations, notamment des doigts, on a vu que ça lui faisait des déformations, a constaté que la cryothérapie lui faisait du bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Selon Bex Fashkovich, directeur du Polarior, la seule contre-indication concerne les gros problèmes cardiaques. Il n'exige aucun suivi médical de ses clients. En revanche, il les informe des réactions que produit le froid extrême sur l'organisme. Il y a les enzymes, il y a les hormones qui sont produites en grande masse, beaucoup plus que normalement. Il y a beaucoup de la sérotonine, par exemple. C'est un hormone de bien-être psychosomatique, alors on est après beaucoup mieux. Après, il y a beaucoup de la dopamine, c'est un hormone de récompense. Bref, il y a un mix, un cocktail, et puis on peut faire des choses que très souvent les gens ils font plus. Puis tout à coup, ils peuvent bouger, il peut danser. Alors ça, c'est important. C'est rigolo quand même, tu vois la dame qui est aux thérapies. Je crois que c'est terminé en ça, mais j'ai pas trouvé. J'ai vu, je me suis dit quelqu'un allait trouver. Moi, je vois pas comment la pression atmosphérique arriverait à influencer sur la résistance des canaux et autres après avoir été amortis par la peau. J'espère qu'un jour, ils auront plus d'explications. Il y a le changement de température aussi, l'hydrométrie ou l'hygrométrie, je ne sais plus comment on dit. Enfin, l'humidité dans l'air. Il y a pas que le simple pression, mais elle est absorbée par ta peau, mais ta peau, même si c'est infime, elle réagit. Enfin, encore une fois, faut pas voir les systèmes comme isolés. Même si la peau, oui, c'est le premier truc, mais ça va pousser forcément les structures en dessous, entre guillemets. Si on voit ça comme quelque chose qui pousse les structures, ça va quand même avoir un impact en dessous. Et encore une fois, les réactions, elles sont voilà, c'est pas isolé, ça va se faire de façon globale. Après, encore une fois, c'est des pistes de réflexion. Pareil, les changements de température, hein, rien que la température, on sait que ça peut vasodilater ou vasoconstricter, donc soit élargir, soit rétrécir le diamètre des vaisseaux sanguins. Donc rien que ça forcément, ça va avoir un impact. Donc voilà, c'est plein de petites choses. Et le fait d'avoir un souci fait qu'on est forcément plus sensible. Et du coup, on va peut-être sentir quelque chose parce qu'on a un souci à cet endroit-là, donc on est plus sensible que quelqu'un qui n'a pas de souci à cet endroit-là ne le sentira pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'il sente quoi que ce soit. Il n'a pas de douleur à la base, quoi. Mais ce sont des pistes, des hypothèses. Là, ce qui était intéressant dans ce que disait le monsieur qui vient de parler, dont j'ai oublié le nom, c'est qu'il disait bien que la réaction du corps, ça va libérer un cocktail dans le corps. Et effectivement, encore une fois, de vouloir isoler les choses, de dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça, c'est toujours compliqué quand on sait que le corps ne réagit pas qu'en faisant un truc. Il y a plein de choses qui vont se faire
et du coup savoir qui est responsable du fait que la personne se sente bien. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont une action directement sur la douleur, sur le fait que l'inflammation arrive, que l'inflammation, là, c'est son corps qui s'attaque à lui-même, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'inflammation à la base. Est-ce que c'est purement un des effets avec ces hormones entre guillemets du bonheur, etc., de la récompense, qui vont venir un peu masquer, au contraire, la douleur? On sait pas trop, on sait pas trop. Mais on sait qu'il y a a priori un peu tout ça qui se passe en même temps. Donc qui fait quoi? Est-ce que tout fait un peu? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est un peu dur à dire, quoi. Encore une fois, les études sont pas, on voit qu'il y a des bienfaits, mais on manque encore de données. Dans un autre frigo, au Centre médical universitaire de Genève cette fois, des souris sont restées à 6 degrés pendant 1 mois, avec des résultats remarquables. Les mammifères ont multiplié leur taux de graisse brune, des graisses qui sont responsables de la thermogénèse, donc de maintenir la chaleur du corps à environ 37 degrés. Cet effort a demandé beaucoup d'énergie. Pour y faire face, leur intestin s'est agrandi et de plus, la population bactérienne du microbiote digestif a été modifiée. Cela suggère que construire ou concevoir des microbiotes plus sains est possible. Et finalement, le macrobiote participe à la régulation du système immunitaire. Donc nous le voyons comme un potentiel médiateur de certains effets métaboliques lorsque les microbes sont amenés chez l'hôte. Donc finalement, si vous arrivez à modifier le microbiote grâce au froid, vous pouvez aussi potentiellement influencer le système immunitaire. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Si on arrive à trouver le moyen d'influencer la composition du microbiote, cela aura clairement un énorme impact sur la santé humaine. Alors aujourd'hui, on sait que le microbiote intestinal est hyper important. Je sais que parfois on l'appelle le deuxième cerveau. Et que oui, il a un rôle très important, et pas que dans la digestion. Après, j'ai pas trop m'étaler sur le sujet parce que je sais qu'il y a un impact fort. Après, je ne suis pas du tout assez calée là-dessus. Je pense que ce serait intéressant. Je dois d'ailleurs avoir un reportage qui traîne sur le microbiote, enfin voilà, qui parle de ça. Donc, je pense qu'on le regardera, on le regardera incessamment sous peu. Mais effectivement, si le microbiote a un impact sur le système immunitaire, si le froid, on voit que ça modifie positivement le microbiote, est-ce que ça expliquerait pas que ça a un impact sur le système immunitaire? Encore une fois, on rappelle que le corps réagit par plein de choses. Donc, est-ce que c'est que ça isolément? Est-ce que c'est une autre conséquence en plus? Enfin voilà, c'est toujours dur d'isoler. Et puis là, en plus de ça, les recherches se font sur des souris. Les souris ne sont pas des humains. Donc, est-ce que l'humain réagit exactement pareil? Rien n'est sûr, quoi. Reste à savoir si l'exposition prolongée au froid modifie aussi le microbiote de l'être humain. Run! Run! You're right. Reaction! Behind me, make... Alan est écossais. Le froid, il connaît. Ce professeur d'éducation physique est une masse, 1,87 m pour 104 kg. Mais fin 2015, il glisse lors d'une démonstration de saut en trampoline et retombe mal. Après 2 mois, j'ai été faire une IRM et voilà le résultat. Ici, c'est une hernie discale. Et là, les vertèbres ont aussi été abîmées. Ça a causé toutes sortes de problèmes, surtout que les nerfs sciatiques ont été touchés. Je n'avais jamais connu des douleurs comme ça. Donc là, on est dans le bas du dos, hein. Vous voyez le creux du dos au niveau des lombaires. Et si, comme il avait montré, enfin, c'était pas clair. En fait, là, on va dire le truc plus ou moins carré, c'est une vertèbre. Et entre les vertèbres, vous avez le disque intervertébral. Ce disque intervertébral, normalement, il est entre les vertèbres et il ne dépasse pas en arrière. Et là, on voit qu'entre ces deux vertèbres, on a un petit blob ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hernie discale.
Sauf que derrière ici, vous avez la moelle épinière. La moelle épinière, c'est système nerveux central, c'est tous les nerfs, c'est hyper, important puisque toutes les informations du système nerveux passent par là. Donc forcément, quand vous avez une hernie qui vient comprimer cette moelle épinière, c'est problématique. Alors, il y a des hernies discales qui sont non douloureuses, hein. Il y a des hernies discales, les personnes ne s'en rendent même pas compte. On s'en est rendu compte en faisant une étude justement sur le mal de dos et en faisant des scanners de personnes. Et on s'est rendu compte que douleur n'était pas, qu'il n'y avait pas de rapport entre forcément douleur et problèmes anatomiques. Et on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui avaient des hernies discales, mais qui avaient zéro problème et qui apprenaient via cette étude qu'elles avaient une hernie discale. Il y a beaucoup de cellules nerveuses et que ça résistait à l'évolution, c'est qu'il y a un avantage à cette autonomie du microbiote. Cellules nerveuses. Au niveau du microbiote, parce que le microbiote, c'est les micro-organismes qui peuplent ton intestin. Donc là, tout de suite, comme ça, Ice-Club, mais je suis peut-être à côté. Il y a un truc que j'ai peut-être pas capté. Il n'y a pas forcément de rapport avec le nerveux directement quand on parle de microbiote. Mais hésite pas à préciser ta pensée. C'est peut-être moi qui passe à côté. Tant mieux pour ces personnes. Oui, oui, non, mais enfin, je dis ça pour essayer de juste de faire aussi comprendre que on peut entre guillemets avoir un souci, voilà, et ne pas avoir douleur. C'est pas si on vous annonce que vous avez une hernie, ça veut pas forcément. Ça veut pas forcément dire catastrophe. Ça peut être très embêtant, clairement. Enfin, voilà, je vais pas non plus vous dire c'est tip top, il n'y a pas de souci, machin, non. Mais faut essayer de bien comprendre l'ensemble du problème. Est-ce que c'est vraiment l'hernie le problème ou est-ce que c'est autre chose? Donc voilà. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a des hernies qui sont non douloureuses aussi. Je crois qu'il faut faire attention de deuxième cerveau, car tu as dit que c'était ton souvenir. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais c'est comme là, tout de suite, je vois pas la relation entre le microbiote. Pour moi, c'est des micro-organismes voilà, qui sont, avec lesquels on vit en symbiose. Et le nerveux pur et dur à cet endroit-là. C'est juste, c'est juste ça, en fait. C'est pour ça que je comprends pas tout à fait le lien direct. Mais encore une fois, comme je connais mal cette partie-là et que ça m'intéresse quand même parce que je trouve ça hyper intéressant. Je sais qu'aussi il y a tout ce qui est greffe fécale. Là, il y a une étude en cours, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, où vous pouvez envoyer un échantillon de votre popo pour cette étude parce que justement, ils essayent de regarder les différents microbiotes et voilà. Enfin bref, c'est hyper intéressant. C'est encore quelque chose qui est complètement Enfin voilà, la recherche est hyper active là-dessus. Mais je m'y connais mal, donc j'aimerais bien voir un reportage, en apprendre un peu plus. Et je pense que quitte à le faire, je le ferai avec vous. J'ai des hernies discales. J'ai été opérée de l'une d'entre elles en 2023. Elle me causait une sciatique. Ouais, souvent, hein, c'est quand ça creuse des sciatiques, parce que ça vient en fait faire une pression en arrière, donc sur la moelle épinière, sur la racine du nerf. Et du coup, ouais, pour lever la compression, on est obligé d'opérer quand vraiment il n'y a pas d'autre solution. Parce que souvent, essayer de faire de la kiné avant, enfin voilà, on va essayer d'autres choses avant de passer à l'opération. Mais le prénom biose. Mais voilà, c'est juste pour dire. Et puis tu dis, tu as des hernies, mais tu as été opéré que d'une seule, celle qui te causait une compression sciatique et qui posait problème, quoi. Avec les autres, je sais pas si ça se passe bien, si le terme bien est le bon terme, mais t'as pas forcément été opéré sur les autres, quoi.
Ah merci sorcière, j'ai pas vu que t'avais follow la chaîne. Je viens de le voir là, je viens de le voir. Merci. Merci beaucoup et bienvenue. J'ai vu que tu arrivais, mais je sais pas pourquoi, je pensais que t'avais déjà follow, peut-être parce que je t'ai croisé sur d'autres chats. Du coup, j'ai pas tilté, j'ai pas tilté. Donc voilà, la protubérance là derrière, c'est l'hernie. Et on voit que ces vertèbres-là, celle-ci aussi, il y a des soucis. Même là, ce disque-là, il est pas. Enfin, il y a des choses, c'est pas. On n'est pas sur du normal, quoi. On voit que ça a pris un choc, quoi. Ça a vraiment affecté mes mouvements et ma mobilité. Oh, that's it! Alan est mis en arrêt de travail pendant les 4 mois qui suivent. Une première pour cet ancien rugbyman. Car même pendant sa carrière de sportif de haut niveau en Écosse et en Suisse, il n'avait jamais été immobilisé aussi longtemps à la suite d'une blessure. Je commençais à déprimer. Parce que dans mon travail, je suis extrêmement actif. De la minute où je me lève jusqu'à la minute où je vais me coucher. C'est comme si j'avais perdu un membre. Comme si j'avais perdu une jambe, comme si j'avais perdu un bras. C'était vraiment très dur à vivre. C'était un véritable combat. Antidouleur, massage, chiropraxie, Alan tente toutes sortes de traitements pour se rétablir. Sans succès. Au contraire, les douleurs augmentent. C'est alors qu'il tombe sur un reportage sur Internet qui va changer sa vie. Dans ce film, réalisé par Vice TV, il découvre Wim Hof, un Hollandais surnommé Iceman pour sa capacité à rester des heures dans l'eau glacée. Wim Hof a développé une méthode basée sur la respiration, la méditation et les bains en eau froide. Une technique qui permettrait de soulager certaines douleurs et de renforcer le système immunitaire. En partant du documentaire, j'ai copié la technique. Et après quelques jours, même déjà le premier jour, j'ai senti que quelque chose se passait. J'ai remarqué que quand j'avais très mal au dos, j'étais capable, en respirant, d'oxygéner la zone où se trouvait la douleur. Et quand j'expirais, la douleur partait avec. Ensuite, j'ai commencé tranquillement avec les douches froides, en oxygénant la zone. De nouveau, j'ai remarqué qu'il y avait moins de douleur et que j'arrivais même à aller faire une petite marche. Et j'ai continué. Donc là, si j'ai bien suivi, parce que je vous avoue que j'ai un petit bonhomme sur les genoux. Hop, il vient d'arriver. Alors là, on le voit pas parce qu'il s'est blotti. Vous le voyez pas bien. C'est vraiment blotti en mode. Je vous jure, il y a une boule de poil là. Hein, c'est et si j'ai bien compris, il parle vraiment uniquement de la. C'est planqué. Il parle vraiment que ça, c'est une boule de poil, hein, pour de vrai. C'est un chat. C'est un chat. Faites-moi confiance, c'est un chat. Hop. Il parle principalement de la respiration, si j'ai bien compris, même pas encore du fait d'aller. Oh oui, un chat. Ouais, puis il y en a un autre ici là. Là, il y a lui du coup qui était là et passé sur mes genoux. Et chaton, pourquoi tu te planques comme ça? Lui est passé sur mes genoux et elle est arrivée là. Je te la montre sorcière parce que tu l'as. Donc ça, c'est Asia, qui est juste là. Et Tidjo qui est juste là. Juste là. Donc, hop. Ouais, c'est bon. On va faire. J'essaye de recadrer. C'est un test. Hein. C'est la première fois que j'utilise. C'est mon téléphone qui me sert de caméra. C'est pour ça que c'est presque de meilleure qualité que ma caméra. Donc là, il dit bien que il passe par les techniques de respiration et on l'a vu, on en parlait tout à l'heure. Hein, le fait de contrôler sa respiration a un effet relaxant. Et il va aussi, alors peut-être pas déclencher autant que quand vous vous baignez dans
Oui, Chitobo, oui, 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 ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. C'est vrai que j'essaie de pas trop faire la fan de mes chatons. Puis en plus, je sais que elle surtout, elle est assez indépendante. Donc si je commence à la câliner alors qu'elle n'a pas forcément envie, elle va bouger, elle va gigoter, puis elle va finir par partir. Donc je la laisse se poser tranquille. Chat d'hiver et chat d'été, ouais, c'est un peu ça. Et lui, c'est un vrai pot de colle. Donc lui, par contre, voilà, je peux y aller. Mais j'évite de trop aussi partir dans tous les sens, sinon j'oublie ce que j'étais en train de dire et ça me perturbe. Donc la respiration va aider à trouver, à reprendre aussi le contrôle, à apaiser, et chapercher, reprendre le contrôle, etc. Et enfin voilà, il y a plein d'effets bénéfiques sur un effet relaxant qui est très connu, très connu. Il y a une respiration, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est une respiration sur 10 temps. Vous faites 5 temps inspi, 5 temps expi. Et vous pouvez aussi varier, faire 6 temps, 4 temps. Enfin, en gros, le tout, c'est de répartir inspi et expiration sur 10 temps. Alors, vaut mieux commencer par 5-5, hein, c'est plus simple parce que selon comment vous variez, c'est plus ou moins simple à tenir. Mais voilà, on sait que ça a un effet. Je crois que c'est de la cohérence cardiaque qu'on appelle ça, parce que ça va notamment réguler au niveau de votre cœur le rythme. Et rien qu'en faisant ça, forcément, ça va avoir un côté apaisant. On revient à notre système parasympathique parce que ça va avoir une tendance à activer aussi ce système-là, qui est donc, on rappelle, le système du retour au calme. Donc, ça explique aussi cet effet bien-être avec des choses, voilà, des bonnes choses qui sont libérées et qui se passent, quoi. Je relis ton message, sorcière. D'ailleurs, je ne sais plus. J'ai depuis des douleurs neuropathiques. Ah oui, ouais. Au niveau du sciatique ou des douleurs neuropathiques de façon générale. C'est dû à un déséquilibre de mon diabète. Ah oui, oui, parce que le diabète, effectivement, a un impact sur les nerfs, ouais, malheureusement. Ouais. Qui était rééquilibré 2 fois à l'hôpital et peut-être à la compression de la hernie ou les deux, je ne sais pas. Alors c'est vrai que le diabète peut malheureusement, j'ai fait si jamais il y a eu la journée mondiale du diabète il y a pas longtemps et j'ai fait un live exceptionnel ce jour-là, parce que normalement je live le mercredi et le dimanche. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, normalement demain soir je continue la lecture. On a commencé mardi, j'ai fait un live qui était, comme j'ai pas pu faire de live mercredi, j'ai fait un live mardi et j'en ai profité pour commencer la lecture du bouquin Comment nous sommes devenus bipèdes de Christine Tardieu, dont la préface est de Yves Coppens. Et donc on a lu la préface, l'introduction et le premier chapitre, si je me trompe pas, sur le mythe des enfants loups. Et je pense que je vais continuer la lecture demain soir. Alors ce sera pas à 18h pile parce que j'ai kiné juste avant et que j'avais pas forcément prévu comme ça. Donc voilà, ce sera certainement un peu après 18h, je pense vers 18h30, le temps que je rentre, que j'allume tout et que je mette en place. Donc voilà, ça va nous permettre de voir pas mal de choses autour de l'évolution vers la bipédie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux à ce live. Donc lundi, il faudra que je le note dans le Discord. Je peine à tous mes devoirs là sur la communication. Je suis vraiment pas douée. Donc juste pour revenir, ouais, j'ai fait un live spécial sur le diabète. Il y a une collection dans les vidéos. J'essaye de faire des temps forts après les lives. Et j'ai même fait une collection parce que j'ai divisé du coup ce live en plusieurs parties. Donc, n'hésitez pas à aller revoir certains lives et notamment ceux sur le diabète. Et oui, ça peut avoir un impact au niveau des nerfs, donc ouais, des douleurs neuropathiques. Après, la hernie, la compression de la hernie sur le nerf, ça va suivre le trajet du nerf dans ces cas-là. Donc, ce sera certainement, entre guillemets, plus facile après, bon, si c'est vrai que les deux, si c'est exactement le nerf qui est touché par la hernie, faire la différence sera un petit peu, c'est un peu délicate. Mais si c'est pas sur le trajet du nerf qui est touché par la hernie,
c'est que c'est plutôt lié au diabète, quoi. Le diabète, c'est bête, ça me remonte le moral quand je... Ok, on a des poètes, on a jeux de mots, poètes, c'est bien, j'aime beaucoup mon chat. Même si là, je lis pas à voix haute la fin de ton poème, sorcière, mais j'aime beaucoup l'humour. J'aime l'humour. L'humour, c'est drôle. Donc voilà, c'était le petit interlude pour ça. Putain, il est malheureux, ce chat. Il est malheureux. Ah là là. Il est vivant, hein. Il est vivant, je précise. Donc, juste pour conclure, la respiration, voilà, le contrôle sur la respiration va déclencher pas mal de choses dans le corps qui peuvent expliquer les bienfaits que cette personne ressent. Je vais relancer la vidéo avec le petit chat. Alan continue d'utiliser cette technique quotidiennement, avec beaucoup de succès, puisqu'il peut à nouveau travailler et faire du sport sans douleur. Après, il y a un autre truc aussi, quand je le vois respirer, il y a un engagement de la sangle abdominale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, c'était rapide. Et quand vous contrôlez votre respiration, cette technique quotidiennement. En fait, vous allez, si vous faites des respirations profondes, vous allez avoir un engagement des abdos, notamment profonds, avec le transverse. Et le transverse, c'est oui, j'avais pas prévu que ça arrive là exactement, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Le transverse, pour vous le montrer rapidement. Ah mince, je l'ai pas sur celui-ci. Bon, là en gros, on va essayer de faire ça comme ça. C'est pas l'idéal, ça doit être en tout petit sur votre téléphone ou votre ordi. Je m'en excuse. Ce sera mieux quand ce sera prévu. Mais en gros, vous avez plusieurs couches d'abdos. Vous avez le grand droit, là. C'est les tablettes voilà, le six-pack, là. Vous avez les obliques. Et tout dessous, vous avez le transverse, qui fait aussi tout le tour. Et le transverse, qui est donc profond, c'est vraiment la couche la plus profonde au niveau des abdos. Moi, je l'appelle un peu, c'est un peu comme si c'était votre corset perso que vous aviez sur vous, quoi, qui va permettre de bien stabiliser au niveau notamment du bas du dos et de faire la liaison aussi entre le bassin et le haut du corps, parce que le bassin, c'est déjà une liaison entre les membres inférieurs et le tronc. Et ensuite, vous avez cage thoracique, tête, etc. Mais pour bien soutenir tout ça, les transverses sont quand même importants pour apporter... Enfin, l'engagement de transverse est important. Et quand vous respirez de façon consciente, etc., vous allez avoir tendance à engager ces transverses. Et du coup, ça peut aussi expliquer, en plus de cette maîtrise de la respiration, les bienfaits sur ces problèmes de dos, quoi. Ouh, t'as les fesses qui tombent, mon chat. Non, c'est bon, tu vas pas tomber. Donc voilà, c'est aussi c'est un petit quelque chose que je mets en plus de ce qu'il fait. C'est encore une fois, hein, comme je vous disais, il y a plein de choses qui peuvent expliquer. C'est une approche globale, donc isolé, parfois, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, et c'est peut-être aussi tout simplement considérer que c'est l'ensemble de ces choses qui entraînent quelque chose de positif. S'exposer au froid régulièrement joue un rôle bien spécifique dans cette méthode. Je peux le supporter, mon corps est conçu pour ça. Et donc votre corps, vos mitochondries, vos cellules peuvent commencer à travailler et à produire de la chaleur. Mais pour ça, vous devez vous exposer au froid. Quand vous vous mettez dans des conditions glaciales, votre système immunitaire doit se battre et faire avec. Aux Pays-Bas, des scientifiques se sont intéressés à Iceman. Leur but, on en revient à la réaction du corps véritablement influencer le système immunitaire. Ils ont inoculé à Wim Hof et 12 volontaires formés à sa méthode une bactérie connue pour imiter l'effet d'une grosse grippe. Un autre groupe, qui n'avait pas suivi la formation, a reçu la même injection.
Iceman ressent à peine un petit mal de tête et ses élèves guère plus. Les gars que Wim avait formés étaient beaucoup moins malades, avaient beaucoup moins de symptômes que ceux qui n'avaient pas suivi la formation. En plus, leur taux d'adrénaline était plus élevé que quelqu'un qui avait fait un saut à l'élastique pour la première fois. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on pouvait activer volontairement son système nerveux autonome et donc influencer son système immunitaire. Ouais, on en revient à ce truc-là de. Alors là, il l'active volontairement. Mais quand vous faites face au froid, je pense pour la plupart des gens, bon, il y a le côté, de toute façon, ils sont obligés de maîtriser leur respiration, mais c'est une réaction. Le corps va réagir, de lui-même, quoi. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, un taux d'adrénaline supérieur à quelqu'un qui saute pour la première fois au voilà, au saut à l'élastique, c'est quand même énorme. En plus de ça, est-ce que la question que je me posais aussi, c'est ces personnes sont habituées à lutter contre le froid, donc quelque part à une certaine forme de douleur aussi, de douleur physique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui rentre en compte? C'est le fait d'être habitué, être exposé à une certaine forme du coup, c'est du stress, hein, la douleur est un stress, fait que lorsque vous êtes reconfronté à ces douleurs, votre niveau de douleur, parce que c'est pareil, ils avaient à peine mal à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la douleur, on a vu que c'était très subjectif, que c'était propre à chaque individu. Enfin voilà, c'était vraiment une perception très personnelle de ce que c'était, et que donc comparer deux personnes face à une douleur qu'on pourrait dire similaire, ça veut pas forcément dire quelque chose. Donc voilà, donc c'est ces questions-là aussi que je me pose. Après, le fait est qu'il avait plus d'adrénaline, donc ça, c'est un fait, quoi. Mais il y a aussi cette résistance face à la douleur qui sur l'évaluation de la douleur, m'interroge. Après, c'est un résumé de l'expérience qui a été fait, hein. Alors là, je questionne le protocole un peu. OK, il y a un groupe contrôle, mais l'aspect randomisé, il n'y est pas. Ouais, c'est vraiment juste un test. Ouais, ça reste un test comme ça ponctuel. Il y a des choses qui sont intéressantes dedans. Encore une fois, le fait de constater que leur niveau d'adrénaline moyen était supérieur à quelqu'un qui fait un saut à l'élastique pour la première fois est intéressant. Mais effectivement, il y a plein de choses qu'on peut questionner, interroger et se dire bon, c'est quand même ça fait pas foi. D'ailleurs, c'est pas tant il y a pas tant de conclusions là-dessus. Il y a juste le constat, l'adrénaline était supérieure, quoi. Mais après, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est je sais pas. Est-ce que Iceman a eu des gens qui ont abandonné sa formation? Je sais pas. Oui, tu veux dire qu'il y aurait une sélection aussi, il y aurait une forme de sélection que du coup ceux qui restent sur la formation, peut-être ont, déjà peut-être des prédispositions, des choses comme ça? Je sais pas, hein, ou c'est peut-être une façon de penser ou quelque chose, c'est une piste, quoi. OK. Ouais, non mais non mais enfin de toute façon quand vous prenez un individu qui fait quelque chose d'entre guillemets «exceptionnel», bon après c'est pas le seul, hein, à faire des bains d'eau glacée, enfin il y a d'autres, enfin de faire des choses exceptionnelles en tout cas avec le froid, parce que lui c'est vraiment, enfin lui je sais pas s'il est recordman du monde, il y a des records comme ça, hein, il y a des gens vraiment qui sont pour ça. Bon ça reste exceptionnel, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer, voilà, quelqu'un qui fait un truc exceptionnel à, la moyenne des gens? Je ne sais pas. Aux Pays-Bas, les études sur la méthode Wim Hof se poursuivent. Ouais, c'est pas faux. Alan, lui, n'a pas attendu les résultats. Ce soir-là, l'eau du lac Léman est à 5,5 degrés. Après une longue journée de travail, c'est le moment où l'Écossais apprécie le plus de se baigner. Il se concentre, il respire profondément et ne ressent pas le froid qui l'entoure. Après une longue journée de travail, c'est aussi, encore une fois, un moment pour lui, et souvent, on ne pense plus à prendre de moments pour soi. C'est un moment au calme pour lui. Ça, enfin, j'ai
J'insiste un peu sur cet aspect-là parce que c'est des choses auxquelles qu'on ne fait pas sans parler de forcément se mettre dans l'eau froide. Hein. On n'est pas non plus, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais de prendre un temps pour soi, tranquille, posé. Et là, lui, bah, c'est ce qu'il fait après le travail. Bon, de façon un peu spéciale, mais c'est ce qu'il fait au final. Le lac Clément, le mec détestant, mon Onéodi. Alors, je me suis retenue depuis tout à l'heure de parler de. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas le feu au lac? Est-ce que vous savez d'où ça vient? Parce que ça vient, si j'ai bien compris, en partie plus ou moins, si j'ai bien compris, du lac Clément. Alors, je ne sais pas si on m'a dit ça parce que je crois que c'est dans la région que je l'ai appris. Je ne sais plus si j'étais arrivée là ou pas quand on m'en a parlé ou si c'était ailleurs. Bref, en fait, ce serait, il n'y a pas le feu au lac, c'est quand il y avait, en gros, on arrêtait de travailler quand le soleil se couchait. On disait à celui qui voulait soit arrêter de travailler ou qui voulait partir, peut-être pas forcément dans un contexte de travail, il n'y a pas le feu au lac, sous-entendu, le soleil n'est pas en train de se coucher, n'est pas en train de rougeoyer, d'avoir un lac rouge en se reflétant avec les couleurs d'un joli coucher de soleil, d'où il n'y a pas le feu au lac. Je ne sais pas si mon explication était très claire, et si d'ailleurs si c'est la bonne, mais en tout cas c'est celle qu'on m'a dit et je la trouve en tout cas assez poétique, cette image du coucher de soleil qui enflamme le lac et donc il n'y a pas le feu au lac. Le soleil n'est pas encore couché, on peut continuer. Voilà, c'était l'instant expression. Ce jour-là, il est resté environ 10 minutes dans l'eau. C'est poétique. Je me sens bien. C'est marrant parce que beaucoup de gens verraient ça négativement, mais je me sens en vie. Je me sens en vie. Je crois que c'est pas le premier à le dire ça. Toutes les cellules de mon corps sont en train de créer de l'énergie et de la force. Et ensuite, vous pouvez guider cette force. Après, là, on rentre dans un aspect plus un peu c'est holistique, je crois, du truc. Mais je crois que c'est pas le premier à dire je me sens en vie. Et encore une fois, son corps a réagi à un danger de mort, de mort en fait, en allant dans l'eau froide. Donc, le fait de se sentir en vie, au fond, c'est peut-être aussi ça, d'avoir survécu à ce truc-là, quoi. A été placée dans le coma artificiel au service des soins intensifs du CHUV, quelques heures après un arrêt cardiaque. Rapidement, elle a été mise sous hypothermie thérapeutique grâce à cette couverture remplie d'eau froide. Son corps est ainsi maintenu à 35 degrés pendant 24 heures, dans l'espoir de préserver son cerveau. Un arrêt cardiaque, c'est une grosse lésion. Il n'y a plus de circulation, le cerveau ne reçoit pas de sang, ne reçoit pas d'oxygène. Mais aussi, si vous faites une attaque cérébrale localisée, on a mesuré la température avec le biais de la résonance magnétique et la température spontanément monte. C'est la réponse inflammatoire. Il y a un gonflement, il y a une inflammation, la température augmente. Et elle augmente de 1 voire 2 degrés. Donc le cerveau chauffe. Et toutes les études animales, mais aussi chez l'homme, ont mis en évidence une association entre une température qui monte et une lésion cérébrale qui s'aggrave. D'où le fait, et c'est le dogme en neuroréanimation, en neuroprotection, il faut maintenir la température sous contrôle. Il n'existe aucun médicament pour contrer les effets du manque d'oxygène sur le cerveau. Le froid est la solution la plus efficace. Le CHUV se met à l'utiliser à partir de 2002. Alors, le froid, de ce que je comprends, ne va pas faire baisser le manque d'oxygène dont est en train de parler le commentateur, mais va plutôt empêcher l'augmentation de la température du cerveau, ce qui est quand même pas la même chose. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez entendu et compris aussi,
Mais moi, c'est ce que je comprends, que là, il y a un peu une erreur dans le commentaire, du journaliste. Moi, je comprends que c'est surtout, on ne veut pas, du coup, et là, il y a eu un traumatisme. Le cerveau a été effectivement privé d'oxygène, donc ça a créé des lésions. Comme il y a eu des lésions, il y a eu une inflammation. Sauf que ça fait monter la température du cerveau et on a constaté qu'une augmentation de la température au niveau du cerveau augmentait la lésion. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est du coup pour ça qu'on maintient la personne en hypothermie thérapeutique, non pas pour l'oxygénation, mais pour éviter d'aggraver le traumatisme. On met au froid pour calmer l'inflammation. Voilà, c'est ça. Bah pour calmer, enfin en tout cas, je ne sais pas si pour être précis, je dirais, je sais pas, c'est vraiment calmer l'inflammation ou plutôt ne pas faire augmenter la température dans le cerveau. Mais peut-être les deux, mon capitaine, comme dirait l'autre. Hein. De toute façon, si les cœurs est reparti, l'oxygénation aussi, non. Oui, oui, donc c'est pour ça que là, c'est le commentaire du journaliste hein, qui m'a fait tilter parce qu'il dit on met au froid pour la réoxygénation. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et alors que c'est pas directement ça. Oxygénation, effectivement, cœur reparti, le cerveau est oxygéné. Le froid n'a pas de lien avec l'oxygénation, uniquement sur la lésion qui pourrait être plus ou moins grave si ça surchauffe à cause de l'inflammation. Donc voilà, j'ai entendu ça et je voulais préciser pour éviter qu'il y ait des mélanges, mais apparemment on a compris les explications du médecin en tout cas de la même façon. Donc, Les résultats sont au rendez-vous. À la fin des années 90, le taux de survie d'un coma post-arrêt cardiaque était de 25%. Il est de 60% aujourd'hui. Ah oui. On va gentiment la remettre à 37 pendant la fin de la journée. Ça ne veut pas dire forcément que le malade se réveille, mais enfin, il y a des signes encourageants. Le pronostic des bébés s'est lui aussi amélioré. Oui, parce que le problème, c'est que là, si j'ai bien compris, ils n'ont pas pu tester encore. Ils font tout pour éviter une aggravation de la liaison due au manque d'oxygène suite à l'arrêt cardiaque, mais ils n'ont pas pu tester les dégâts justement qui avaient été faits, l'état de conscience de la personne et les dégâts qui avaient suivi. Oui, le cœur est reparti, mais est-ce que les dégâts sont déjà trop importants ou pas? Ça, ils le sauront que quand la personne se réveillera, si elle se réveille. Ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête quand il y a une privation d'oxygène ou une lésion quelconque au niveau du cerveau. Si la personne, au moment où ça arrive, du coup, perd conscience ou quoi, il est difficile d'établir l'étendue entre guillemets, des dégâts tant que la personne n'a pas repris conscience. Et c'est difficile. Enfin, un médecin ne peut pas être affirmatif dans ce genre de cas tant que le patient n'a pas repris conscience. Il reprend conscience encore une fois. Service de néonatologie du CHUV grâce au froid. Depuis 2009, une trentaine de nouveau-nés sont traités chaque année par hypothermie thérapeutique. Ils sont maintenus 72 heures à 34 degrés lorsque leur cerveau a été mis en danger suite à une asphyxie néonatale. Souvent, ce sont toujours un peu les mêmes zones qui sont touchées. Et l'hypothermie thérapeutique va faire que ces zones sont moins touchées, moins programmées à mourir. Et du coup, les enfants vont avoir peut-être encore des séquelles ou même plus du tout. Mais quand ils en ont, elles sont plus légères. Il est où l'incendie? Il est là. Ouais. Oh, t'as vu, c'est quoi ça? Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est quand même une petite révolution. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est donc encore une fois, mais 70, machin, c'est pas belge, hein, si vous arrivez, ce n'est pas belge, c'est suisse.
pourtant, je travaille auprès d'enfants, donc enfants polyhandicapés. Souvent, c'est qui ont eu une paralysie cérébrale, donc liée à une asphyxie, des fois un AVC à la naissance ou dans la période périnatale. Et je n'avais pas entendu parler de cette méthode d'hypothermie thérapeutique. Mais c'est vrai qu'effectivement, selon la zone touchée, plus il y a de dégâts, plus il y aura de problèmes derrière. Donc c'est vrai que si on peut les limiter, forcément ça réduit le problème. En plus, bon, il y a la petite chance qui permet d'espérer parfois, même si il faut rester très très prudent, je pense. Je vais parler par expérience plus ou moins. Oui, il y a une plasticité cérébrale qui permet d'avoir dans certains cas des progrès positifs. C'est-à-dire, je sais pas, on part d'un certain dégât et la plasticité fait qu'on peut arriver peut-être à faire qu'il y a des nouvelles connexions qui vont se faire et qui vont atténuer un petit peu le problème. Mais il ne faut pas non plus en attendre des miracles. Voilà, la plasticité cérébrale existe, elle est là. C'est super parce que ça permet plein de choses. Mais il faut pas se dire, surtout, quand il y a des handicaps assez lourds, que la plasticité cérébrale va tout réparer. On n'est pas, on est quand même très rarement à ça. Il y a toujours des séquelles, malgré tout. Voilà, c'est pour faire une petite aparté sur la plasticité cérébrale. Donc, la plasticité cérébrale, juste au cas où, c'est la capacité du cerveau à faire de nouvelles connexions, et du coup, éventuellement, il y a une zone qui est éteinte, on fait de nouvelles connexions et on permet quand même d'avoir des choses. Mais voilà, c'est pas non plus miraculeux tout le temps, quoi. À la naissance de Nathan, la famille Julmy découvre l'hypothermie thérapeutique. C'était il y a 6 ans à Fribourg. L'accouchement se passe mal. Le bébé fait un choc hémorragique. Tu trouves aussi? Ouais, moi je trouve aussi. Il a perdu beaucoup de sang à la naissance et puis il n'a pas du tout respiré. Il n'a pas respiré. Il est né, il n'a pas respiré. Il n'a pas respiré, il n'a pas bougé, il n'a pas crié, il n'a pas respiré. Pendant combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Une éternité quand Avant son transfert à Lausanne, l'équipe de l'hôpital de Fribourg décide de ne pas réchauffer Nathan. Un bon réflexe, car pour préserver leur métabolisme, les nouveau-nés se mettent naturellement en état d'hypothermie lorsqu'ils ont manqué d'oxygène. Arrivé au CHUV, Nathan est maintenu à 34 degrés au lieu de 37 degrés pendant 3 jours. Vous avez votre bébé qui est dans un lit à côté de vous et puis c'est un bébé qui bouge pas, qui pleure pas, qui est tout froid. C'est pas facile. Durant l'hypothermie thérapeutique, il est sous ECG tout du long. Il a des petites aiguilles plantées dans le crâne qui suivent vraiment ce que fait le cerveau durant ces 72 heures. Je pense que c'est EEG, 10 je jours pense plus que c'est tard, pas des Nathan petites passe- aiguilles, ce sont des petits patchs, des petits patchs collés sur le cerveau pour capter l'activité cérébrale. Un EEG, c'est un électroencéphalogramme. Donc l'encéphale, voilà, le cerveau, la tête. Donc je pense que c'est ce que veut dire la maman, hein. Je vois pas des petites aiguilles plantées dans le cerveau. Je pense que c'est de ça dont elle veut parler. Un EEG avec des petits capteurs et pas des aiguilles. Et il ne respire pas grâce au cordon tant que les poumons n'ont pas été activés. Il faut que je revoie mes bases, moi. Oui, là en l'occurrence, ça a été il a fait une hémorragie, donc il a perdu beaucoup de sang. Qui dit moins de sang, une fois qu'il est arrivé à l'extérieur du ventre, là il faut qu'il respire tout seul. Et qui dit moins de sang dit forcément moins d'oxygène transporté. Ok, et j'ai mes. Ok, non, c'est bon, c'est reparti. Qui dit oui, moins de sang dit moins d'oxygène transporté. Enfin voilà,
pas assez de sang, c'est problématique. On en a besoin pour transporter l'oxygène notamment, mais pas que. Donc c'est ce qui crée une hypoxie, non pas par manque d'air, mais par manque de possibilité de transporter cet air. Sans compter que l'hémorragie a dû causer aussi pas mal de problèmes autres, mais voilà. Mais après, je ne sais pas trop ce que tu veux dire tant que les poumons n'ont pas été activés. D'ailleurs, sur les bébés, ça serait bien. Je ne sais pas si on. Peut-être qu'on la regardera après, on va voir. Il y a Syllabus qui a sorti une vidéo sur justement comment se passe la circulation entre guillemets et la respiration des bébés dans le ventre, enfin plus ou moins la respiration, en tout cas l'apport d'oxygène, voilà, et notamment le cœur, comment il est, enfin bref, elle est très très sympa sa vidéo. Peut-être qu'on prendra le temps de la regarder vite fait après. Je sais pas si j'étais assez claire, Arcator. Après, je suis pas spécialiste des bébés non plus. Enfin, pas en tout cas de cette partie-là, machin. Cordon ombilical, effectivement, tant qu'il y a le cordon ombilical, il y a un apport qui se fait, mais une fois que tu accouches, forcément, ça se coupe. Et là, il faut que les poumons soient matures pour pouvoir respirer, parce qu'il y a aussi la maturité des poumons. Quand vous avez un nouveau-né qui arrive avant terme, un prématuré, souvent le problème, c'est justement, est-ce que les poumons sont assez matures ou pas. C'est ça qui va causer souci. Et voilà, et l'oxygène, encore une fois, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'énergie, quoi. Une IRM. Aucune séquelle n'est détectée par l'équipe du CHUV. En tout cas, à la doctoresse Stroutman, j'ai dû lui demander 3 fois de répéter que tout était OK, parce que la première fois, je suis même pas sûre de l'avoir entendu. La deuxième fois, je crois que j'y ai pas cru. Et puis la troisième fois, OK. L'info commençait à gentiment venir que c'était bon. Il y a plusieurs cas qui ont vécu cette histoire comme Nathan. Peut-être pas tout à fait la même chose, mais oui, nous avons eu des enfants qui ont pu très bien évoluer. 20%, 25% des enfants sortent avec des séquelles. Mais des séquelles, ça peut être des infirmités motrices légères, c'est-à-dire des enfants qui peuvent marcher. Et la même chose pour tout ce qui est atteinte cognitive ou autre. Il faut récupérer. Et ça, dans les séquelles, une atteinte légère, bon, c'est sûr que dans la tête des parents, avoir un enfant qui a un handicap, c'est pas à ça qu'on a en tête, hein, quand on a un enfant ou quand on veut avoir un enfant. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, d'arriver à avoir des séquelles qui sont plus légers, c'est énorme, quoi. C'est déjà énorme, quoi. Les jouets. Vas-y. C'est pas grave. Viens, tu poses à côté. Il y en a un qui kiffe là derrière, ouais, ça patoune fort là. Oh. Il y a tout sur cette boîte. Tu sors les autres jouets? C'est trop froid là. Il skie, il fait du hockey, il fait du vélo. Il grandit dans 2 langues, en français et en suisse-allemand. Tout va bien. Tout va bien. On pouvait pas espérer mieux en fait. On pouvait pas espérer mieux, mais c'était... Durant les 10 jours, on n'espérait même pas avoir le droit de vivre ça. Ok. C'est vrai que ça semble miraculeux, quoi. Ok, on va le mettre donc voilà pour ce reportage sur le froid, etc. Que je trouvais intéressant. Parce que déjà, ça finit quand même sur l'utilisation du froid dans un cadre thérapeutique où on en voit les bénéfices. Donc c'est pas, entre guillemets, c'est pas rien. Ça prouve bien qu'il y a des bénéfices. Après, effectivement, dans les autres pratiques qu'on a pu voir, ce serait entre guillemets, ça manque encore un peu de preuves, mais il y a plein de
Ton cul en gros plan, mon chaton. Ah là là, ça c'est les chats. Attendez, je vais couper. Non mais quand même, on va couper la cam. Parce que là, clairement, bref, il s'est calé et il lève les fesses tellement il est content. Bref, on a vu qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient expliquer les bienfaits aussi, enfin qui pouvaient expliquer que ça fasse du bien quand même aux gens de se tremper dans de l'eau glacée, notamment la respiration, le fait que ça activait aussi donc le système nerveux autonome avec le sympathique et le parasympathique pour le retour au calme. Enfin, il y a plein de pistes pour expliquer les bienfaits, même si aujourd'hui on n'a pas de preuves, on ne sait pas exactement voilà, le dire, mais on a vu quand même que, ne serait-ce que le fait que, en tout cas pour la cryothérapie, que ça aide à dormir et du coup, on a un bon sommeil et on sait que le sommeil, ça participe à la récupération. Donc au final, il y a plein de pistes qui pourraient expliquer, mais sans preuves scientifiques vraiment ultra concrètes. C'est vraiment que des présomptions, des petites études à droite à gauche, mais ça n'empêche que ça reste intéressant. Et encore une fois, comme je dis souvent, à partir du moment où ça fait du bien aux gens, que ça leur fait pas de mal, ça les met pas en danger, etc., why not? Qu'as-tu retenu du stream censuré? Le cucu du chacha. Oui, là, j'ai coupé. Ah, voilà, il se pose. Je vais peut-être pouvoir la remettre et que ça soit un peu moins la version. Alors, je galère à chaque fois pour le cadrage, parce que forcément, c'est un peu différent. Ouais, parce que la version juste le cucu du chat, c'est bon, hein, on est sur un stream sérieux, hein, quand même. Mais ouais, je trouve, enfin voilà, je trouve, on est encore dans voilà les débuts aussi des recherches autour de ça et l'important c'est encore une fois que ça fasse du bien aux gens. On voit que c'est utilisé aussi dans le cadre voilà des hypothermies thérapeutiques pour éviter notamment une surchauffe au final du cerveau suite à des lésions, parce que les lésions entraînent des surchauffes du cerveau qui entraînent elles-mêmes des lésions, enfin bref. Donc du coup, on utilise l'hypothermie thérapeutique pour aider le corps à récupérer et à limiter la lésion. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a rien pour dire oui, ça active le système immunitaire de façon certaine, ça fait ci de façon certaine. Enfin, c'est encore, voilà, encore en recherche, quoi, encore